La passion est mon moteur, l'audace est ma force. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés, car je suis conseillère chez DAFI. Équipement moto, accessoires et pièces détachées, DAFI, la passion pro. Eh bien bonjour, bienvenue dans ce nouvel endroit. Vous l'avez remarqué, c'est un garage. C'est effectivement un garage qu'on a entièrement rénové qui va permettre d'accueillir toutes les nouvelles émissions. Alors cette émission des nouveautés, j'aurais dû commencer par ça. Bonjour Zef. Bonjour David. Salut Bonjour Sandrine. C'est un peu le petit Nicolas. C'est vraiment ça. C'est l'antre motarde. La nouvelle ante motarde du repère. C'est le repère. Voilà, c'est là que ça va se faire maintenant. Du motard, ouais. C'est là que ça va se faire. Attention. C'est important. Bah oui, vous l'avez remarqué, on refera le tour un petit peu du garage, mais il y a toutes les icônes, en commençant par Easy Rider en grand. Et puis toi, t'as retenu qui? Tiens, tu m'as dit juste avant d'arriver. Ouais, il y a toutes les icônes du monde. Franchement, non, franchement, l'image qui me vient tout de suite, c'est Françoise Hardy. D'accord. Françoise Hardy sur cette moto énorme là, ouais. où on voit, enfin la photo en fait montre le moteur de manière énorme et elle toute frêle. C'est ce contraste-là. Françoise Hardy en fait sur cette moto, bon, ça me paraît un peu incongru, mais c'est toute une époque quoi. Ah, c'est vraiment l'époque années 60 telle qu'on le voyait. Et j'aurais pensé que tu me sortirais Brigitte Bardot d'abord, mais non, t'as choisi Françoise Hardy. Ah non, pas Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, j'ai bien l'image en tête sur la petite 125 AT1 là, ouais. Mais c'était une belle opération marketing de feu Jean-Claude Olivier, ça. Ouais, super opération marketing. Ça, il était fort quand même pour ça. Et puis ce qui est fou là sur les motos, c'est que pas de casque, pas de gants, rien, Belmondo en pleine ville, une funeste pareille. Puis avec des pompes à feu quoi. Enfin, l'équivalent aujourd'hui serait de prendre, je sais pas, un V4, une Panigale, une ZX 10R, et puis de se balader comme ça. Et ça devient incongru. Maintenant, il faut sortir avec la dorsale, l'airbag, la totale. C'est ça, changement d'époque. Bon, en même temps, on est plus sécurisé parce que c'est la sécurité qui compte. Ouais, c'est très important la sécurité. Non mais bon, on a dit assez de conneries, je pense là. Bon, il y a une gratte aussi. Parce que là, on fait référence quand même à la musique, qui est importante. moto, et puis atelier. Et puis atelier, ouais. L'objectif, c'est à terme on va commencer les émissions avec les nouveautés 2021, les nouveautés moto, mais derrière, il y aura des émissions mécaniques, il y aura des émissions un petit peu plus intimistes, il y aura des émissions un petit peu sur l'histoire de la moto, des grandes épopées, aussi bien en partant du Vespa. Bon, t'es un peu moins scooter, mais... Un peu moins, ouais. Mais il y a quelques grosses épopées quand même, comme le Monster dont on va reparler avec le nouveau Monster. Il n'y a même plus de Monster 950 ou de Monster 696, etc. C'est le nouveau Monster. Voilà. Et voilà, donc bienvenue. Et puis avec Sandrine aux manettes, à la vidéo. Bon là, elle est toute timide, elle est intimidée. Voilà, moi, je suis derrière la caméra. Je vais vous laisser parler entre vous. Voilà, c'est le démiurge. Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti. Sandrine, c'est parti, on y va. En parlant de nouveautés, il y a un atelier de mécanique, mais en fait, ce qu'il faudrait peut-être maintenant, c'est un atelier électronique. Parce que j'ai l'impression que ça a pris autant de place sur les motos que mais c'est la mécanique, quoi. C'est ça qui explique aussi l'envolée des prix tel qu'on le voit, parce que on se rappelle quand même de l'époque, l'équivalent de 6-7 000 euros, tu avais ta petite moto pour commencer. Ça reste valable, c'est le succès de la MT-07 qui a été revue cette année, mais... Ouais, en fait, c'est même le succès du marché moto, pour tout dire. Ouais. La MT-07, la Z650, un peu la Z900, mais des motos qui restent authentiques dans le sens cadre, moteur, guidon, un peu de fun. Beaucoup de fun. Voilà. Franchement, le bicylindre de la MT-07, il est fun. C'est génial, quoi. Ouais. Et là, on est vraiment sur les fondamentaux de la moto. Après, quand je vois que Honda, sur les CB, commence à ajouter des petits artifices, on peut échanger avec quasiment la moto maintenant. Ouais. On peut lui parler. On est vraiment quasiment dans l'objet connecté.
Bon, j'ai 47 ans, je suis un vieux con. C'est vrai que ça me cause moins, mais si j'étais jeune, si j'avais 20 ou 25 ans là, oui, je comprends que ça puisse être attrayant, ces petites choses-là. Quand on a été élevé avec l'ordinateur, quand on a été élevé avec les ZX81. Non, mais avec les tablettes, etc., forcément que c'est naturel d'avoir ça sur une moto. Moi, ça m'étonne un petit peu, mais je comprends tout à fait. Et puis à l'autre bout, et c'est un peu la grosse nouveauté de l'année, c'est tous les radars avec les régulateurs de vitesse adaptatifs, parce que aussi bien avec la V4, allez ça y est, régulateur de vitesse, ça on savait ce que c'était, sauf que si une voiture se rapprochait, il fallait décélérer, réaccélérer. Aujourd'hui, on peut choisir sa distance d'éloignement par rapport au camion et à la voiture. Enfin c'est ouf quoi. On approche de la voiture autonome, mais sur la moto et sur une moto de série, parce que voilà quoi. Ouais, c'est là où j'ai un petit doute, parce que il y a un moment où on peut pas toujours comparer auto et moto. L'automobile autonome, je comprends, parce que l'automobile a une fonction pratique, quoi. Ouais. Et en France, il y a plein de gens qui peuvent pas s'en passer. La moto, ça reste quand même quelque chose d'un peu passionnel, pas obligatoire. De fun, de balade. De balade. Donc bon, là, je me pose plus de questions sur ces choses-là. Après, évidemment, quand on nous secoue la sacro-sainte sécurité, en fait, on peut plus rien dire, quoi. Et on peut plus rien faire. D'un autre côté, ils poussent au niveau européen partout à nous mettre plus de sécurité. Donc, on voit qu'ils nous poussent à avoir un airbag et la dorsale pour éviter les accidents. Et puis là, tous les systèmes, c'est ouf. C'est BMW qui avait commencé avec les angles morts, le signalement des angles morts. Ça va devenir obligatoire bientôt pour les camions. Les camions vont être obligés d'avoir des panneaux signalant aux cyclistes, à ceux qui passent par la droite un peu partout, que attention, on risque de se retrouver dans l'angle mort. Donc c'est le contraire, c'est le camion qui signale aux cyclistes et aux autres usagers que là, on ne le verra pas s'il est dans cette zone-là. Oui, pour réduire l'objectif zéro mort dont il parle à 2030, difficilement, mais il faut toujours se donner un objectif. Ouais, et puis il faut voir qu'aussi maintenant, en termes de deux roues et dans les villes, on n'est plus tout seul. Il y a énormément de nouveaux deux roues qui sont apparus, un peu foldingues. Entre les gyropodes, les trottinettes, etc. C'est ça, donc il faut faire cohabiter tous ces gens-là, donc forcément que l'électronique va aider. Donc de toute façon, on va pas se plaindre que l'électronique arrive sur les motos, les assistances, les aides, tant que de temps en temps on peut les désactiver. Moi ça me va. Ouais. Ça explique aussi le gros écart entre deux cylindrées très proches finalement dans les nouveautés 2021 chez Yamaha, entre la Tracer X900 devenue Tracer 9 avec bardée d'électronique, pareil, et puis la MT-07 d'entrée de gamme. Mais alors, t'en penses quoi des nouveautés 2021 ? Parce que là, on fait le tour, on parle un petit peu, mais... je trouve qu'il y en a pas tant que ça, déjà. Elles sont très orientées pour certaines. Alors bon, on peut parler par exemple des gros trails de manière un peu générale. Pour le coup, il faudrait trouver autre chose que gros trail, quoi. C'est immense trail. Je pense à la Harley qui va arriver, la Pan America. Je sais plus exactement ce qu'on entend par trail, quoi. Ce sont des grosses routières, des énormes routières en fait, mais c'est plus vraiment des trails. Enfin moi, quand j'étais gamin, on commençait à faire de la moto avec des 125 DTLC, 125 CRM. Mes potes avaient ça, on allait dans la forêt en Normandie, et puis après, on a eu des 300, des 350, et puis après un 600 XLR. Mais bon, déjà. C'était le top déjà là. Ouais, et puis déjà la moto était plus lourde, etc. Mais en fait, aujourd'hui, c'est une brindille comparé aux multistrada qui peuvent même pas foutre une roue quasiment par la version enduro dans les chemins. Donc bon, moi je dirais pas trail en fait. Là, on est sur des routières et puis à des prix surtout qui sont quand même incroyables, quoi. Qui commencent à devenir stratosphériques. Voilà, entre 15 et 20 000 euros et plus près de 20 000 euros que de 15 000 euros. Largement, parce que le modèle que Honda veut vendre le plus, c'est plutôt à 19 000. La Multistrada V4, le prix commence à 19 500. Et en fait, ça se rapproche du prix qu'on trouvait stratosphérique de la 1250 GS, mais qui fait partie du top 10 des ventes. Donc mais voilà. Mais ça fait 20 ans qu'ils sont tous fascinés par la R1200 GS, puis 1250 GS, etc., sans jamais réussir à vraiment l'attraper. C'est un phénomène unique. On ne sait pas les nouveautés. D'ailleurs, on attend le gros trail Yamaha, mais le fiasco de la 1200 Super Ténéré montre à quel point c'est pas facile d'y aller, quoi. Il y a Honda avec la 1100 Africa Twin. C'est tellement évidemment qu'elle disparaît parce que elle disparaît avec Euro 4. Plus rien.
Il y a Honda qui arrive un petit peu avec l'Africa Twin 1100 à accrocher un marché, mais sur un segment différent. Pour le coup, l'Africa Twin rappelle des heures du gros trail qui étaient encore... Et du Dakar et de toutes ces années etc. mythiques. Je me rappelle des premières conférences de presse sur justement ces gros trails, le lancement de la Super Ténéré qui avait eu lieu à Paris, où ils visaient clairement la 1250 GS, et aujourd'hui ils se refusent à la viser. Ils la visent plus. Ils disent bon, bah la 1250 GS, on a vu qu'on ne pouvait pas la toucher, donc on va se positionner un petit peu plus route, on va se positionner un petit peu plus sportif. On va se positionner un petit peu plus, encore un autre segment, histoire d'essayer d'offrir autre chose et de ne pas être mis en frontal avec cette concurrence. Il tourne un peu autour. Alors moi, j'aime bien la Tracer 700, la Tracer 7 là. De toute façon, c'est simple. Moi, je suis confronté au problème des nouveautés là parce que je roule avec un CBF 600 de 2010 qui a 102 000 km. Et j'ai envie de changer. Ouais. Et puis, bon, évidemment, j'ai 47 ans, j'ai pas 25 ans comme je disais tout à l'heure, mais moi, ce que j'aime... Donc un gros pouvoir d'achat. Pas un gros pouvoir d'achat. Je roule pas mal, je fais 80 km par jour pour aller bosser. Et j'ai envie d'une moto qui soit fun. Et ben, à part la Tracer 700, qu'est-ce que j'ai T'avais adoré, effectivement, quand tu l'avais pris. Et que j'aime toujours, mais j'aime bien la CB500X chez Honda, mais le 500 me paraît trop petit, quoi. Enfin, et puis, il n'y a pas le fun de la Tracer 700. Je trouve que cette moto-là, elle sort du paysage, quoi. Et elle s'améliore cette année, parce qu'ils ont un petit peu travaillé sur le confort. Ils ne cessent de l'améliorer. Après, la Tiger 850, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Mais bon, voilà, tout de suite, en prix, on est un petit peu au-delà. On est un petit peu au-dessus, en sachant que c'est feu la Tiger 900, un petit peu moins de performance, passage à Euro 5, donc ils n'ont pas trop travaillé sur le moteur. Mais du coup, c'est l'entrée de gamme dans les trails de moyenne cylindrée, je dirais, qui vont arriver et qui va se retrouver face à le nouveau fleuron de la gamme chez KTM, c'est-à-dire la 890 Adventure, parce que c'est ça qui arrive en termes de trail cette année, quoi. Eh ben, j'allais y venir. Moi, j'attendais en fait un petit Africa Twin. Un 750, un 800, bon, peut-être à l'avenir. Mais ils ont déjà le 750 NX. Ouais, mais enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, faut être sérieux, quoi. ni en gueule, même s'il n'est pas très laid, hein, le NC. Mais en moteur, non, c'est pas sérieux. Enfin, c'est très efficace en ville, hein, par contre. Sur la plage de régime, c'est plein tout le temps, mais plein à petite dose, quoi. C'est plein comme un verre de Calva, quoi. Et puis presque automatique. On va encore hurler quand on parle d'automatique, mais il pousse pour qu'il y ait cette fameuse boîte à double embrayage, le DCT sur. Ça répond à des demandes urbaines, enfin des besoins urbains, quoi. Ça, je comprends. En revanche, oui, si j'avais 25 ans, c'est une KTM que je prendrais aujourd'hui. Donc une 890. Ah ouais, parce que ça a une gueule un peu hors norme, ça se voit, et puis c'est fun. J'aime bien ça. Ouais. Donc je trouve que ce que KTM fait. J'aime pas leur hyper roadster. D'accord, la 1290. C'est trop, enfin 180 chevaux, etc. Je trouve ça absurde, en fait. Mais ce qu'on appelle les moyennes cylindrées aujourd'hui, qui sont quand même des grosses motos, mais quasiment 900, j'aime bien ça. Comme tu dis, les grosses cylindrées de ton enfance, quoi, parce que, en fait, c'est ça, quoi. Ah bah oui, une 900, d'ailleurs la 900 CBR était une grosse cylindrée. Ouais, c'était le top de l'hyper sportive. Aujourd'hui, il faut aller à 1200, etc. Je suis un petit peu étonné, parmi ces nouveautés, de voir qu'il y a quelques motos d'entrée de gamme comme la Trident. Ouais. Là, on n'est plus dans les trails, bien sûr. Non, on parle des nouveautés en général. Roadster, il y a la Trident, qui est sympa. Mais la Monster, alors je sais plus comment on dit. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire chez Ducati? C'est ouf parce qu'avant, il y a eu le Mostro effectivement original. On parle du 600 et puis on a parlé de la 696, puis de la 797, puis de la 821. Il y a 1200, 1100, plein de Monsters. En fait, aujourd'hui, on ne sait pas si le 1200 va rester, il est toujours au catalogue, mais ils ne parlent même plus de Monster 950, puisqu'ils ont repris, pareil, la plateforme. La plateforme du 937. Le 937 cm3, qu'on retrouve sur l'Hypermotard, sur la Super Sport. Et là, ils appellent ça le New Monster. Donc, on en viendrait presque à imaginer que ça reste le dernier Monster et que peut-être le 1200, qui n'est pas dans le top 20 des ventes,
ils disparaissent. Ce serait fou. Il n'y aurait plus qu'un Monster alors qu'on en a vu plein. Comme il y a eu plein de Scramblers. C'est ça, ouais. Il y a même eu le 400, il y a eu le 600, le 620, etc. J'ai vu sur le web, parce que malgré mon âge, j'y vais quand même, des gens qui... des vieux cons, je pense. Ouais. Pardon. Qui disaient, c'est ça qu'on appelle une monstro aujourd'hui, etc. En fait, moi, j'aime bien. J'aime bien parce que déjà, ils ont travaillé sur quelque chose qui est plus important que la puissance pour moi, c'est le poids. Elle a fondu. Ouais, elle a fondu. Ils ont plus de cylindre supérieur à la 821 et poids plus léger. Et poids plus léger. Donc ça, sur un roadster, avoir de la légèreté, ça c'est génial. Ouais. Et puis elle évolue, c'est normal quoi. Enfin, on n'allait pas rester avec le cadre minuscule en tulle et puis ce moteur qui tabasse en 2020 aussi. En 2020-2021. Oui, mais on n'en est plus là quoi. Oui, sauf que ça n'a même plus le look d'un Monster. Enfin, au moins le Monster depuis quasi 20 ans. Il avait à peu près une homogénéité, on le reconnaissait tout de suite. Là, on ne le reconnaît plus. Il y a une fracture chez Ducati, je trouve, en 2021. La Multistrada qui abandonne le Desmo, moi, je sais pas, mais le Desmo, c'était mystique, ça faisait partie de... Mais t'es plus conservateur que moi, en fait. Non, moi, j'apprécie, en fait, cette évolution de la part de Ducati. Et notamment, sur le V4, il y a un point technique et économique aussi. Moi, j'aime beaucoup qu'ils soient entraînés par Shen et qu'il n'y ait plus ces courroies là. Parce que, puisque je change de moto, je m'intéresse à tout ça. Ouais. J'aurais bien acheté une Multistrada 950 d'occasion. Oui, mais oui. Et on en revient en 950. Mettre 700 balles tous les 25 000, 30 000 km pour changer les courroies, non, c'est net. Ouais, ça m'intéresse pas. Donc, leur évolution, alors, c'est peut-être plus traditionnaliste, conservateur, etc. Ouais, mais enfin bon, si on y gagne au porte-monnaie, que c'est toujours quand même une Ducati parce que ça a de la patate, ça a toujours une gueule, parce que c'est ça les fondamentaux de Ducati. Enfin, sinon, jusqu'où on remonte et où est-ce qu'on s'arrête? Il faut un mono scrambler alors? Ils ont plus de mono chez Ducati. Non, moi j'aime bien cette évolution. Elle me va quoi. Et puis c'est ça qui fait qu'ils annoncent 60 000 km entre les révisions. Enfin, pas toutes les révisions, mais la très très grosse et puis tous les 15 000 autrement. Mais de toute manière, cet allongement des révisions, il est impressionnant parce que autrefois c'était tous les 5 000. On est passé à 6, puis 10. Là, on commence à avoir 15 000. Et quand on voit une moto, et il y en a quelques-unes qui sortent cette année, où ils annoncent encore des révisions tous les 5 000, on se dit, mais ils sont restés à l'ancien âge. C'est ça, ouais. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la Tracer 700. C'est quand on voit ces nouveautés, on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de motos là-dedans qui sont faites, en effet, pour le fun, pour s'amuser, etc. Mais pour rouler vraiment tous les jours, il faut aller en effet taper dans des motos à 15, 20 ou 25 000 euros. Donc quasiment hors de prix, où là, et je trouve que c'est un vrai problème chez les constructeurs, et à part quelques motos comme la VR6000, je crois, la nouvelle... Ouais, la VR6000 ressort en version S, entre la version standard et la version SE, pour avoir un prix un petit peu moyen, équilibré, pour éviter de partir aussi, pareil, sur... Mais je pense que c'est important pour tout le monde, et notamment pour les concessionnaires, que les motards roulent. Et pour qu'ils roulent, faut qu'il y ait des motos qui donnent envie de rouler. On n'a toujours pas de selle chauffante et de poignée chauffante d'origine. Enfin, c'est comme si tu vendais une bagnole sans chauffage, quoi. Ouais. On arrive en 2021. Mais c'est pas le vrai motard. Tu te rappelles de cette blague du Joe Bartim où le gars faisait un cauchemar, il était en voiture et puis en fait il se réveille, il est dans le side, dans le froid pour aller aux éléphants ou aux Pingüinos. Ouais, mais enfin encore une fois. Pingüinos ici dans le garage, il s'appelle. Désolé. Hein. Et là le Joe Bartim, mais ça aussi c'est marrant parce qu'on a des motos comme la Mostro, les KTM qui se prêtent à ça au Joe Bartim. Ouais. Mais il n'y a que ça qui se prête à ça en fait. C'est-à-dire que sur la route, on ne peut plus être Joe Bartim. Non, mais par contre, elles deviennent hyper affûtées. L'essai de la 890, la Duke R cet été, c'est ouf, quoi. Par contre, ça, c'est génial. Alors, c'est pas trop lourd, c'est puissant, c'est maîtrisable. Tu peux quand même arsouiller vraiment très très vite avec. Et puis sans te faire peur, une 1290, c'est... Enfin, sur route ouverte, c'est impossible, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs, les essais s'étaient faits sur circuit. Mais à partir du moment... on l'a fait mis sur circuit, mis sur route, au Portugal, la 1290 R. Mais c'est... Enfin, exploitable sur route, non. Mais si, mais... Et pourtant, t'es un pilote. Enfin, voilà, t'as fait les 24 heures... Je veux dire, tu peux en effet rouler vite sur route avec ça, en quasi-sécurité, mais c'est barjot, quoi. Non. Sur les nouveautés, pour avoir une note positive, moi, ce que j'aime, c'est qu'en effet, en général, le poids baisse. Les parties cycles s'améliorent tout le temps, et vu que les pneus aussi s'améliorent, on a en effet des machines qui sont à la fois agréables, efficaces, plus qu'efficaces, quoi, et sécurisantes.
Donc là, on a un triptyque qui est vraiment, vraiment intéressant. Moi, après, les moteurs qui fassent 200 chevaux et tout, je m'en fous, en fait. Je connais des motos qui, à 80 chevaux, sont géniales. Donc, j'ai pas essayé la Trident, la nouvelle donc Triumph, mais je doute pas que, vu les qualités intrinsèques d'une Triumph en termes de partie cycle et tout, sa puissance sera suffisante, quoi. Donc, moi, je trouve que les constructeurs devraient développer ces petits créneaux-là, quoi. Et tout le monde trouve incroyable que Royal Enfield fasse un petit carton quand même. Bah oui, dans le top 15 des ventes en 2020. En fait, c'est normal parce qu'à un moment, les gens, ils ont peut-être parfois que 6 ou 7 000 euros à mettre dans une moto qui soit un peu jolie, bien finie, parce qu'elles sont bien finies, les Royal Enfield. Et puis, un moteur qui est suffisant. Et je pense qu'en termes de moteur, il faut rappeler qu'aujourd'hui, on arrive sur des considérations juste suffisantes. À moins d'aller sur le circuit, mais là, je parle pas de ça. Et parce qu'il y a les sportives aussi. Voilà, très bon enchaînement. C'était la suite. Très peu de sportifs finalement cette année. Si, les ZX10, les deux Ninja, dont la version RR avec 10 000 euros d'écart entre les deux. Donc l'entrée de gamme à 19 000. Enfin, entre 19 et 20 000, ils n'ont pas affiné encore le prix définitif. 19 999, je le sens bien comme ça. Et puis la RR à 30 000, ça devient ouf quand même, non? Et une série limitée. Alors c'est pareil, c'est la grande tendance, c'est les séries limitées. Les séries limitées en 500 exemplaires. Triumph a commencé l'année dernière à proposer ces motos. Allez, on fait d'abord une machine chère en série limitée. BM l'a déjà fait également. Et puis là, on va faire pareil avec la ZX. Ceux qui ont toujours été très forts à ça, c'était MV Agusta, sur les séries limitées. Ils ont réussi à en vendre une fois, le nom m'échappe là, mais 100 000 euros. Et ils ont réussi à en fourguer 25 avec une Breitling, s'il vous plaît. Non, sur la ZX, le côté RR et les super sportifs, finalement, c'est cohérent. Parce que les sportifs ne se vendent quasiment plus. Les gens qui les achètent tout de suite les dépouillent et mettent des carénages polyester pour aller sur circuit, faire des stages, des journées de roulage, etc. Il y a même des ateliers, j'en connais un dans le 95, Fred Motorace, dont la moitié de son temps de travail, c'est de préparer ces sportives-là neuves pour des clients qui vont suivre des stages au fond de l'Espagne, des gens qui ont de l'argent. Les sportifs, c'est ça. Les sportifs sur route, on les voit quasiment plus. Donc faire de la RR, c'est normal parce que ça va permettre à Kawasaki, qui domine le championnat du monde Superbike depuis 6 ans. Bah oui, 6e titre pour Jonathan. Ça lui permet d'homologuer des motos stratosphériques, et autant faire ça de toute façon. Et puis la RR, ça renvoie à une époque, les années fin 80, début 90, où les constructeurs faisaient déjà ça en fait. Ils homologuaient 200 ou 300 RR, je ne sais plus ce que le règlement imposait, pour avoir des motos qui ensuite étaient beaucoup plus faciles à transformer pour être tout de suite compétitives. Je pense que c'est ce que Kawasaki fait. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas en vendre beaucoup. Mais finalement, il vaut mieux la vendre à 30 000 en faisant de la marge et en vendre, je ne sais pas, quelques centaines, plutôt que d'espérer en vendre quelques milliers, parce que ça ne se fera pas. Et encore, tu gagnes 400 tours minute pour le régime moteur max, il y a du titane. Nous, ça nous paraît absurde parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que. 400 tours minute. Tous les motards se disent, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on foute de ça? Mais c'est pas pour vous, en fait, qu'ils font ça. C'est pour la course. Donc, les 400 tours minute de gagner le titane, etc., c'est pas pour nous. Donc, il y a une vraie logique, en fait, de compétition, puisque Kawasaki n'est pas en Grand Prix. Donc ça se comprend, de la part de Ducati c'est pareil, le rival de Kawasaki en Superbike c'est Ducati, donc leurs visées sont autres qu'un gros marché. En fait on n'est pas vraiment leurs clients quoi. On est plus les spectateurs. Là la marque qui m'étonne le plus pour rester dans les nouveautés et notamment des sportives, c'est Suzuki. Titre de champion du monde en MotoGP avec Mir. C'est ça, ils sont champions du monde MotoGP. Ils ont montré que le 7G6R, etc. MotoGP était très abouti. Ils ont un vrai savoir-faire. Historique. Voilà, ils ont un titre une en vraie endurance. Image. Donc, un titre en endurance avec le CERT, pareil. Ils ont une vraie image de moto, de culture populaire. Enfin, la GSXR, le DR. J'ai l'impression qu'ils en font rien, en fait. Moi, ils me font penser un peu à Renault. Renault qui est en Formule 1, qui gagne des courses et que ça. Puis à côté de ça, ils nous recyclent la Clio, quoi. Mais on a vu Suzuki se recycler ces vieilles SV. Je veux dire, avec le savoir-faire qu'ils ont, ce qu'ils nous montrent en course, qu'est-ce qu'ils nous offrent là? Un V-Strom. Là, pour l'instant, ils ont ressorti le V-Strom. Donc, on est sûr que les V-Strom 650 et 1050 vont au moins passer Euro 5. Non, mais voilà, peut-être disponible en Euro 5. On parlait de nouveautés, là. Alors, les nouveautés, il y a toujours cette fameuse rumeur qui se rapproche de la Hayabusa qui ressortirait. Mais ressortir une Hayabusa, aujourd'hui, ça paraît ouf.
Un faucon. Alors, c'est le faucon millénaire, hein, c'est la série Star Wars, le Mandalorian qui ressort. Pourquoi pas, après tout, je veux dire, quelque chose qui aurait beaucoup de gueule. Enfin, Kawasaki nous a sorti la H2, hein, Ouais. et c'était Et ils génial. en ressortent une version dans les nouveautés, Alors, il y a la SE. Là, bon, voilà, Suzuki s'est dit. Alors, passons à Kawasaki. qui a sorti quand même quelques nouveautés. 6 nouveautés en tout et pour tout. Ouais. Plus la mise à jour Euro 5 pour les Z650, qui en fait était Euro 5, j'en ai dit. Donc, Voilà. entre guillemets, un petit peu d'injection, un petit peu des Voilà. réglages, échappements, etc. Puis c'était bon, ça passe. Mais la conformité Euro 5, normale. Ça, bon, rien à dire, voilà. Bon, ceci Mais- dit, tout le monde n'y arrive pas. Donc, Non. c'est ouf. Il y a Mais quand même pour des modèles Kawasaki, qui disparaissent. Il faut quand même souligner qu'ils ont réagi super vite. Parce que moi, j'étais à la présentation de la ZH2 à Las Vegas en début d'année 2020, donc en février Ouais, c'est 2020, toujours toi qui vas jouer à l'autre bout du monde, d'ailleurs. qui allait. Je suis Parce jaloux. que ça, c'est mort. Feignant, Il faut bien maintenant. comprendre que maintenant, ça, c'est mort. Hein. Et il faut bien comprendre que les marques ont bien compris que maintenant, elles pouvaient Faire autrement, il y a plus éviter de aucune balader les présent- journalistes. Bon, aucune franchement, d'un présentation point de vue à l'intérieur de écologique, ça. c'est pas plus mal. Donc Kawasaki a réagi super vite parce qu'en effet, les suspensions de la ZH2, elles étaient un peu indignes de ce roadster qui aurait dû être incroyable, hors norme. Bah, il est déjà superlatif, quand même. Il est au superlatif par son moteur, mais Ouais. pas par sa gueule. Autant la H2, quand on la regarde, on fait waouh. Même s'il avait un sale moteur, on aurait fait waouh. Mais il fallait faire pareil avec le roadster, quoi. On est il quand même a- dans le style Sugumi. Il n'y a personne d'autre ne copie. Ouais, mais comme la Z900. Hum. Je dirais, elle se démarque pas assez, quoi. Et ils avaient ces suspensions quand même pas terribles. Ils ont réagi très vite parce que là, en fin d'année, ça y est, on a Une des moto avec suspensions, des vraies suspensions. pilotées. Là, faut quand même saluer ça. Ils ont vite réagi et on va voir ce que ça va donner. Juste un petit encarté pour les suspensions pilotées, c'est pareil, c'est en train d'arriver sur plein de modèles en 2021, avec des suspensions pilotées qui s'adaptent en fonction de ton mode de conduite. Donc on était habitué au mode pluie, au mode route, au mode sport. Encore une fois, les assistances, elles sont en train d'arriver pour faciliter la conduite partout, quoi. Mais là, il y a quand même un vrai avantage aussi, c'est que elle commence à être vraiment efficace. On le voit sur la VR6000. On le voit sur l'Africa Twin aussi, sur les Ducati. Les suspensions pilotées sont maintenant vraiment efficaces. C'était pas le cas il y a 5 ans. Je me souviens de l'Aprilia Caponor 1200, qui avait été une première version, on te rappelle, avec les suspensions pilotées, qui était ratée. Ils se sont repris sur la dernière version, la 2017, je crois, de la Rallye, et c'était bien mieux. Bon, évidemment, comme dans tout progrès technique, il faut un temps de mise au point, un temps de développement, en fait. Et maintenant, ils y sont. Donc oui, allons-y, quoi. Après, j'ai envie de dire à quel prix. Et puisque tu parles d'Aprilia, eh ben, c'est pareil, comme Suzuki, où on attend un certain nombre de nouveautés. Ben, le groupe Piaggio n'a rien dévoilé pour l'instant. On est à mi-décembre. On sait que les V7 vont être dévoilés, qu'après, il va falloir attendre janvier pour avoir la suite. Mais les V7, voilà, ça fait quelques années qu'on les voit. Donc, entre Aprilia, entre Moto Guzzi, même chez Vespa ou Piaggio, va falloir attendre 2021. Mais les Italiens ont pris cher cette année. Ça n'empêche que Ducati a sorti la V4, presque de façon étonnante si on compare avec les autres constructeurs. Bon, et puis chez BMW, mine de rien, il y a la M, la super sportive. Donc la S1000R, on la connaissait, c'est le roadster. La S1000RR, la sportive. Et puis, du coup, association avec, comme les séries M chez BM avec les versions préparées. En voiture. En voiture. Ah, les fameuses M. On retrouve la même chose M5, en M6, préparation, donc du coup 212 chevaux, c'est pareil, ça va être complètement dingue, quoi. Ouais. Sur circuit. Voilà, c'est pareil, comme c'est on quelque chose disait. qui est destiné au circuit, quoi. C'est-à-dire que c'est le pendant des RR japonaises, quoi. Donc BMW s'est lancé là-dedans maintenant depuis 2009, dans la grosse sportive 1000. Ils ont été en Superbike, ils en sont revenus, et puis là, ils y retournent. Et je pense que c'est pareil, la destination, elle est un petit peu là. Elle est à la fois pour des clients qui pratiquent la piste, parce qu'on ne se rend pas trop compte de ça, mais les circuits, par exemple, en France, en temps normal, pas en confinement, sont saturés toute l'année, quand même. Oui, il y en a quelques-uns, des circuits en énormément de France. dates de stage partout. Il y a plein de dates de plus, stage. ouais. Donc il y a beaucoup de gens qui roulent sur circuit. Et les sportifs sont là. Et évidemment, alors ils n'ont pas tous le niveau pour exploiter une M1000RR, mais enfin, ils se Surtout font à plaisir. Carole. Une S1000RR à Carole, ça doit être drôle quand même. C'est surtout qu'ils se font plaisir, ces Ouais. gens-là. Et puis, bon, ils ont un petit peu de pouvoir d'achat. Donc, ils en profitent. Donc, je pense que ces motos leur sont destinées. Et du coup, ça
ça sert plus à rien d'être un petit peu raisonnable, comme l'a été Honda avec la CBR longtemps, sur des sportifs comme ça. Vu qu'elles sont destinées au circuit, ça sert à rien d'être raisonnable. Donc là, on arrive vraiment sur des nouvelles pratiques de la sportive, très radicales, très exclusives. Et d'ailleurs, c'est marrant, quand on voit les chiffres de vente de sportifs, c'est plutôt les petites CBR 650, etc., qui sont sur le haut du panier, quoi. C'est pas la R1. Donc tu prends rendez-vous pour 2021 pour nous refaire ces essais au quotidien. Donc tu avais fait la Fireblade, etc. pour voir ce qu'on peut faire. Tu nous reprendras la moto 15 jours, Allez, avec tous les plaisir, jours pour aller à l'école. J'aime bien ça me rappelle ma jeunesse. Et à l'opposé des sportifs, il y a toutes les 300, parce que mine de rien, c'était toute cette possibilité d'accéder avec des machines super drôles, super fun, même pour un vieux motard. Sandrine dans l'équipe, notamment, qui n'avait pas fait de moto pendant plusieurs années, voilà, au lieu de reprendre sur une grosse, tu reprends sur une 300 ou une 400 chez Kawa. Puis ça y est, cette année, ils ont, chez tous les constructeurs quasiment, les petits trails super sympas, les 300, les KLX, chez Kawa. C'est les Pareil. CRF-L. La CRF, alors il y a une version, la CRF 300L qui reste, mais pas la version rallye. Mais pas la rallye. Chez Honda, donc c'est l'une des dernières, puisque les 300, les KLX 300, elles ne seront importées et distribuées qu'aux États-Unis et plus du tout en France. Toutes les CB 300, les sympas, les fameuses néo-rétro là, chez Honda disparaissent également. C'est ouf de voir ces petites cylindrées. On parle toujours de la plus grosse, mais... C'est ouf, et en même temps, c'est complètement conforme à l'histoire de ce rendez-vous raté entre la France et la petite cylindrée depuis les années 80, quoi. On a eu les petites sportives 400 ZXR, 400 VFR qui étaient géniales. Moi, j'ai eu 400 ZXR et 400 VFR au début des années 90. Sur route, c'était génial. J'ai eu, il y a encore 4 ans... Des petits moteurs qui montaient à 16 000 tours, 18 000 tours. J'ai acheté le 300 KLX quand il est sorti. Je l'ai plus depuis 3-4 ans. Je l'ai remplacé par un 350 XT que j'ai acheté d'occasion, etc. Moi, j'adore ces signes. Je comprends pas, en fait, pourquoi les motards français n'aiment pas ces motos-là. Parce que ce qui est drôle, la moto, c'est pas de rouler vite, c'est de rouler à fond. Et avec ça, on peut rouler à fond. Ah, je suis bien d'accord. Ouais. Et ces motos sont légères, faciles, pas chères. Elles correspondent exactement à la façon dont on peut rouler sur route aujourd'hui, ou en ville, ou à la campagne, donc petite route, etc. Enfin, elles sont conformes à tout. Maintenant, elles ont suffisamment d'efficacité moteur, je veux dire, enfin de mini-coupe pour rouler à deux. On peut un trail 300, on peut mettre un top case dessus, donc il peut devenir aussi pratique. Mais ça correspond pas à ce que veulent les motards français, parce qu'ils veulent aussi que ça en jette, quoi. Ouais, et puis quand tu KTM dis avait fait des super trucs, la 390 Duke, c'était génial. Cette machine était top. Mais tu l'as dit toi, t'as dit par contre pas cher, là je suis pas d'accord, parce qu'en fait quand on est à 5 000 € sur certaines 300, on n'est pas très très loin finalement d'une MT-07, il reste pas grand chose pour dire j'ai une 700 ou d'une Royal Enfield. Donc plus grosse cylindrée avec une autre image. Et je pense que le prix est un point clé. Et puis par rapport aux années 80, il y avait quand même le permis limité à 400 cm3 qui facilitait. Pas très longtemps. Mais oui. Pas très longtemps, mais c'est la limite. Après, donc, ça facilitait. Il faudrait que le permis soit limité à 400. Puis là, c'est bon. Tu as tout le marché des 400 qui est bon. Non, on va pas donner cette idée-là, en fait. Non, je suis pas sûr. Sur le prix des 300 cm3, je pense qu'en fait, en effet, il est trop élevé. Mais c'est parce que les marques n'y croient pas. Si elles y croyaient, forcément... en fait, elles compensent un manque de succès qu'elles anticipent. Et donc, tout de suite, elles veulent quand même marger un petit peu là-dessus. Je pense qu'elles pourraient les sortir, en effet, à 4 000 €, ce qui serait quand même beaucoup plus viable. Mais elles n'y croient pas. Moi, je suis moins convaincu. Je pense que sur le plan industriel, l'écart, avec des diffusions moindres et moins de ventes... Non, mais attention, ils en font des millions de tonnes. Parce que nous, on parle de France, là. Mais ces motos-là, ils les vendent en Indonésie, en Malaisie, en Inde, etc. Donc, ils ont les plateformes rentabilisées depuis très longtemps pour faire ces motos-là pas chères. Même s'il faut les homologuer pour l'Europe, ça, je suis d'accord, ça coûte un petit billet. Ce qui ferait qu'on les achèterait plutôt 4 000 que 1 500 telles qu'elles sont vendues en Malaisie, parce que c'est ça, en fait, la réalité. Et les 300, les 280, les 170, toutes les cylindrées bizarres qu'ils vendent là-bas, ils les vendent par dizaines de milliers. Donc, voire 2 millions. Voire 2 millions. Donc, ce ne serait pas un problème pour eux de les faire pas cher. C'est qu'ils n'y croient pas. Et je crois qu'ils n'ont pas tort de ne pas y croire. Moi, mais je pense que pour moi, il y a vraiment une histoire. Ça ne marchera jamais. Et je pense que c'est l'explication des R1250 GS, des
1300 ceci là ou des 1700 trucs machin. On a toujours ce problème de caleçon quoi en France. Il faut que ce soit la plus grosse. Hein. Et puis il faut que ça se voit quoi. Ouais. Et je crois que les 300 butent sur ce problème de caleçon en fait. Bon, un problème de caleçon. Pour rester dans le phrasé PMU. Alors, on peut dire quand même que c'est Honda qui a sorti le plus de nouveautés quelque part. Oui, c'est vrai, on n'a pas beaucoup parlé de Honda. Un peu des CB. Un peu des CB, la CB Miller qui a une super tranche. La CB Miller qui a une super tronche. Ça, c'est mais ça, on pourra peut-être y revenir dans les roadsters. Ouais, on vous invite en fait maintenant à nous retrouver, si ça vous a intéressé d'avoir ce panorama un petit peu global des nouveautés 2021. On a sorti des vidéos dédiées au trail, au roadster, pour aller un petit peu plus loin dans les sujets. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous découvrez l'émission, il va y en avoir plein d'autres de ce type-là dans l'année à venir. Donc, rendez-vous en 2021 parce qu'on continue tous les essais de nouveautés. On a parlé de la Trident chez Triomphe. On commence à s'intéresser un petit peu plus qu'avant à tous les électriques également, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Toi, tu avais testé justement la Livewire chez Harley, qui est plutôt le haut de gamme en électrique, mais il y a aussi toutes les zéros. Et puis, tous les modèles plus accessible au quotidien. Donc voilà, si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, je vous invite à cliquer en bas à droite. Et puis d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis à salut, ciao. Ciao.